Remue-Ménage. Je serai le président de tous les Sénégalais. Merci de votre fidélité. Nous sommes dans votre émission Remue-Ménage. Remue-Ménage. Tous les dimanches de 10h à 11h, Remue-Ménage épluche et décortique pour vous l'actualité de la semaine. Remue-Ménage reçoit des chroniqueurs, des politologues, des sociologues, des analystes, des universitaires, bref, Tous les intellectuels. avec son dynamisme et sa réactivité, Alassane Samba Diop, avec ses invités, commente l'actu, histoire d'approfondir et de mieux comprendre. Remue-Ménage. La problématique de l'eau au Sénégal, y a-t-il risque de pénurie dans les 5 ans à venir? Le coût social de l'eau est-il possible que le prix augmente? La désalinisation est-elle une solution pour l'accès à l'eau pour toutes les couches de la population? Le scandale du trafic supposé de drogue dans la police, quelles conséquences pour l'image du pays? Pour débattre de toutes ces questions d'actualité, Alassane Samba Diop reçoit ce dimanche 28 juillet 2013 Mamoudou Dia, directeur général de la SDE, et Amadou Kanouté, président de SICODEV, organisation de défense des consommateurs. Remue-Ménage, dimanche 10h-11h sur la radio Futur Média avec Alassane Samba Diop. Dimanche 28 juillet 2013, merci d'être à l'écoute de Remue-Ménage, qui reçoit donc M. Mamadou Dia, directeur général de la SDE, la Sénégalaise des eaux, Amadou Kanouté, directeur exécutif de SICODEF, Institut panafricain pour la citoyenneté, les consommateurs et le développement. Merci monsieur d'avoir accepté notre invitation. Depuis quelque temps, Dakar vit une pénurie d'eau. Un peu partout, on entend dans les quartiers les populations se plaindre de cette pénurie d'eau. Monsieur le directeur général de la SDE, pourquoi il y a pénurie d'eau à Dakar ces derniers jours? Je vous remercie et je dis bonjour à tous les auditeurs de la radio RFM et je leur souhaite un bon ramadan en ce mois béni. La question que vous posez est une question d'actualité et elle est aussi pertinente. Depuis un certain temps, nous entendons les populations réclamer cette denrée précieuse. Il faut dire qu'il y a eu la conjugaison de 3 phénomènes. Le premier phénomène, c'est que actuellement, nous enregistrons un déficit léger d'environ 15 000 m3 jour. Ça veut dire donc la demande est inférieure à l'offre de 15 000 m3. Mais vous devez constater que de mars à maintenant, nous avons eu aussi une grande période de chaleur qui impacte et qui influe sur la demande. Parce que la distribution d'eau a un phénomène saisonnier. Vous avez une période qu'on appelle la période fraîche, qui, elle, va du mois de novembre au mois de février, où en général la demande est moyenne. Vous avez une période chaude qui va de mars à juillet et la période pluvieuse. La période pluvieuse, c'est ce qu'on constate maintenant depuis 2 ou 3 jours, depuis que les premières pluies ont commencé. La situation est en train de se normaliser et les niveaux des réservoirs sont aujourd'hui très très satisfaisants. Et il faut dire aussi que pour la distribution d'eau, il y a d'autres phénomènes qui peuvent influer. Ces phénomènes sont liés, par exemple, aux incidents. Quand il y a eu cette réclamation généralisée, elle était liée à des incidents occasionnés par l'arrêt de l'usine de Nit, par des réparations sur de gros feeders, et parfois, de façon accessoire, par des manques d'électricité. Et ceci donc a été à l'origine de cela. La situation de déficit est là, mais derrière, un ensemble de mesures correctives sont en train d'être mises en œuvre avec la SONES, qui d'ailleurs est le responsable de ce projet, et ce qu'on appelle le programme d'urgence de Dakar qui devrait rétablir la situation. Déficit de 15 000 m3 d'eau, comme l'a dit le directeur général de la Sénélec. Ils savent très bien qu'il y a des périodes où il y a des pics. Pourquoi il n'y a pas d'anticipation par rapport à ça? Bonjour Alassane, bonjour M. Dia. Évidemment, quand ça vient d'une société qui a autant d'expérience que la SDE et qui donc maîtrise bien ces différents cycles dont il vient de parler, qui sont déjà su, hein? Qui sont déjà su, cela pose problème. Parce qu'évidemment, on estime que
Comme dans le cas d'ailleurs de la Sénélec, les gens doivent savoir les périodes où il y a des pics et des périodes où la demande peut être stabilisée face à l'offre. Et donc, dans ce cas spécifique, on peut comprendre des incidents, cas de force majeure. On peut comprendre que des ruptures d'électricité provoquent cela. Mais ce qu'il faudrait plutôt qu'on nous dise, c'est, connaissant bien le cycle de production, les périodes où il peut y avoir des demandes supérieures à l'offre, qu'est-ce que la société prévoit sur le long terme? C'est une question pour vous, M. Dia. Oui, je réponds. Je dois dire d'abord que le secteur de l'eau, avec la SONES, nous travaillons en parfaite synergie avec la SONES, et puis je loue la qualité des ressources humaines dans ces deux entreprises qui a permis de faire beaucoup de performances. Nous avons anticipé. Et la SONES a fait une étude du schéma directeur de mobilisation des ressources en eau dans la région de Dakar et qui a mis en exergue ce déficit. Ensuite, des solutions sont mises en œuvre. Il arrive parfois maintenant que dans la mise en œuvre, dans la mobilisation des financements, qu'il y ait quelques retards. Aujourd'hui, on est en train de faire une phase d'urgence financée sur fonds propres par la SONES pour 2 milliards d'euros qui permettra déjà de mobiliser d'ici décembre 2013 16 840 mètres cubes jour. La conséquence de cela, c'est que ça permettra à notre usine de surpression de Méré de passer de 9 300 mètres cubes heure actuellement à 9 800 mètres cubes heure, donc de rétablir ce déficit de 15 000, puisqu'on va produire 16 800 mètres cubes supplémentaires. Et pour 2014, la mise en œuvre d'un renouvellement de 5 ouvrages de production permettra de mettre encore 17 160 mètres cubes jour. Ça veut dire donc que le déficit sera totalement jugulé. Dans l'urgence aujourd'hui, ceux qui sont à Guédiawaye, Pikine, qui n'ont pas d'eau, qui attendent, vous parlez de projets qui vont venir. Mais là, ils ont besoin d'eau à boire. Aussi là, maintenant, c'est vital, l'eau pour eux. Qu'est-ce qu'on fait pour ces gens-là quand ils n'ont pas d'eau? Parce que beaucoup de femmes nous ont appelé pour dire que la nuit, elles sont obligées d'attendre jusqu'à 4h, 5h du matin pour se lever, pour rentrer les bassines, pour pouvoir le lendemain utiliser cette eau-là. Toute la journée, ils n'ont pas d'eau. Là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour ces gens-là? Je dois vous dire d'abord que ce n'est pas des projets. Ces projets sont en train d'être mis en œuvre. Il y a déjà il y a déjà un forage qui est mis en service. Et les autres seront mis en service. Je dois vous dire que s'il y a des quartiers qui manquent moins d'eau, c'est la banlieue. Ah bon? Et je l'affirme ici. La banlieue de Dakar est mieux desservie que la ville de Dakar. Quand vous dites la banlieue, vous incluez quelque part comme Benetali? Quand je dis la banlieue, je parle de Guédiawaye. C'est-à-dire quand vous partez de Malika à l'unité 26 des Parcelles Assainies, les problèmes les plus difficiles sont rencontrés sur les parties hautes de l'unité 26, sur la partie haute de Gentaba et sur la partie haute de Golfe Sud. Et Nyaritali sur Nyaritali, il peut arriver des baisses de pression à des manques d'eau l'après-midi. Mais si à défaut, ils sont alimentés 24 heures sur 24. Maintenant, pendant la pointe de chaleur, effectivement, il arrivait des moments que le réservoir qui se situe à la SICAP et qui les alimente soit à un niveau très bas et ne pouvant pas alimenter tout le monde. C'est ce qui a fait que des fois, les SICAP Liberté 3, Liberté 4, ils n'ont pas... Non, SICAP Liberté 3, Liberté 4, c'est des quartiers qui sont bien alimentés, je le dis ici. Mais il arrive des fois il est arrivé une fois pour un incident qu'ils ont manqué d'eau sur 24 heures. Ça, c'est arrivé la semaine dernière. Mais actuellement, c'est des quartiers qui ne manquent pas d'eau. Par contre, qui manque d'eau? C'est Liberté 6, Extension et la cité Baraka. Pourquoi? Parce que tout simplement, la cité Baraka est en hauteur et en bout de réseau. Et là, nous avons un projet de renforcement qui sera soumis à la SONES dans les prochains jours et nous pensons que ce problème sera résolu. Mais je dois vous dire globalement qu'avec l'installation de la saison pluvieuse, d'ici octobre, il y a, presque tous les quartiers seront correctement desservis. Kanouté, le problème, ce n'est pas seulement Dakar. Il y a aussi Thiès. On nous a saisi de Thiès avec les Parcelles Assainies, unité 1, qui disent qu'ils sont restés pratiquement depuis 6 mois sans eau et que c'est la nuit qu'ils sont obligés de se réveiller pour chercher de l'eau. Je dois avouer que ça fait beaucoup de peine.
Parce que Sicodev a été saisi par des gens qui habitent Bernatali et qui disent qu'ils n'ont de l'eau qu'à partir de 1h, 2h du matin. Vous avez été saisi par des gens de Thiès qui disent à peu près la même chose. Nous avons l'opportunité aujourd'hui d'avoir la direction générale de la SDE qui, en rapport avec la SONES, dit qu'ils sont en train de travailler, mais ça semble être sur le long terme. Ce à quoi nous pensons, nous, en tant que consommateurs, c'est la régularité du service. Le service public, il doit être mis en œuvre de manière régulière. Et aujourd'hui, ce qui nous intéresse quand on est dans le besoin, c'est d'avoir l'eau, c'est d'avoir de l'eau tout de suite. Parce que c'est vital. C'est vital, particulièrement. On peut rien faire. Ben justement. Hein? Alors, dans ce cas spécifique, évidemment, nous savons tous les efforts que la société met en œuvre. Mais ce qui nous intéresse, c'est, au-delà des efforts, l'effectivité de l'accès à l'eau pour des gens qui en ont besoin et qui en ont besoin tout de suite. Et c'est par rapport à cela, évidemment, que nous interpellons la SDE et dire, des gens sont là, ont besoin d'eau pour des besoins tout à fait essentiels. Là, je dis bien des besoins tout à fait essentiels. Qu'est-ce qui peut être fait tout de suite et maintenant pour que ces gens puissent avoir de l'eau? Monsieur le directeur de la SDE, c'est ça le problème. C'est-à-dire aujourd'hui, on peut manquer d'électricité, on peut manquer peut-être même de pain, mais l'eau, c'est totalement vital. Et puis, ce n'est pas seulement les quartiers de Guédiawaye qui ont des problèmes, il y a aussi Wakam qui a des problèmes d'accès à l'eau. Il y a d'autres quartiers à Dakar aujourd'hui. C'est pratiquement une sorte de généralisation de cette pénurie d'eau à Dakar. Oui, je voudrais d'abord rectifier que ce n'est pas un problème de long terme, puisque des forages sont en train d'être réalisés et ils vont être raccordés sur les réseaux. Mais est-ce qu'il n'y a pas de solution de mettre des citernes en place en attendant que les forages soient mis en place? Je viens dessus, Alassane. Ce que je dois dire, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas du long terme, c'est de l'immédiat. Et une partie des forages a été déjà mis en service. Et la pluie aidant, ça va se laver. Je crois que le problème de Ben Nathalie, il faut que notre entreprise ait l'adresse. Pour moi, personnellement, de ma connaissance de la distribution, c'est un problème ponctuel. Parce que je connais sa zone de dépendance et aujourd'hui, je ne vois pas comment ils peuvent avoir de l'eau qu'à 3 heures du matin, 1 heure du matin. Ça, c'est un problème ponctuel de réseau que nous allons vérifier. Pour le cas de Thiès, ce cas est bien connu. Effectivement, c'est un cas assez difficile. Parce que nous avons de l'eau calcaire à Thiès qui colmate les conduites. Vous avez une conduite qui est de diamètre 160 qui repasse à un diamètre de 60 et la SONES a financé un programme important de renouvellement que nous sommes en train d'exécuter. Il finit quand? Il finit dans un mois. Parce qu'ils sont dans l'urgence, les Thiessois. Oui, mais il finit dans un mois. Dans un mois, nous aurons bouclé les 60 premiers kilomètres, ensuite les 71 kilomètres qui suivent. Mais il y a un problème de production et un problème de calcaire. Donc, ce que la SONES a mis en œuvre en termes de projet et qui est aussi qui va démarrer incessamment puisque les appels d'offres sont faits, l'adjudication faite, l'implantation faite, c'est que les forages qui produisent du calcaire vont être injectés dans la conduite du lac de Guerre pour faire de la dilution et l'eau sera prélevée à partir du lac de Guerre pour remettre dans Thiès. C'est qui va résoudre le problème. Le problème de Thiès ne date pas d'aujourd'hui. Ensuite, 2 forages seront réhabilités par la SONES aussi au niveau de Thiès. Donc ce problème, les Thiessois le connaissent depuis un certain temps. Le directeur de l'exploitation de la SDE s'est déplacé à rencontrer les populations. Tous les jours, nous rencontrons les populations. Maintenant, nous avons en permanence un service de 10 camions-citernes dans toutes les zones que je vous ai énumérées. À Wakam, comme vous le dites, il y a un manque d'eau qui est constaté dans la partie haute au niveau de la cité Divinité. Et de temps en temps, au niveau de Mamel Aviation. Sinon, cette zone ne manque pas d'eau. Et nous avons une cartographie de l'ensemble des zones déficitaires sur Dakar. Moi-même, personnellement, tous les matins à 7h30, je préside une réunion qui s'appelle approvisionnement en eau potable de Dakar, où nous faisons les arbitrages, où nous désignons où vont les camions-citernes. Sur la région de Dakar, vous avez quelques problèmes sont rencontrés sur Yen, sur Toubab Dialaw, sur Djokoul et sur les HLM.
Sur la ville de Dakar, des problèmes sont rencontrés effectivement sur zone ouest foire, zone nord foire. Et ces problèmes commencent à s'estomper depuis ces jours-ci. Le déficit a été prévu depuis 2010. Des mesures correctives ont été en train. Un retard dans les investissements a été connu pendant un certain temps, mais aujourd'hui, tout sera mis en œuvre. Et à partir de 2014, on peut dire qu'on ne peut pas constater une pénurie. Je rappelle pour mémoire que lors de la réforme de 1996, il y avait 100 000 mètres cubes jour de déficit. Et on voyait les femmes avec leurs bassines un peu partout. Ces scènes ne sont plus visibles maintenant. Et je dis qu'on était à 210 000 mètres cubes jour de demande et la SONES 2 heures n'en produisait que 128 000. Donc c'est vous dire qu'aujourd'hui, des efforts importants ont été faits avec des projets comme le projet sectoriel eau, le projet eau à long terme, le programme d'urgence. Et ce sont c'est l'ensemble de ces éléments. Donc je pense que les gens peuvent tolérer de temps en temps un peu d'écart, mais qui vont être corrigés immédiatement au courant de l'année 2013. Le monsieur le directeur a dit qu'il y a un retard d'investissement par rapport à ce qui a été fait. Est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui en train de payer ce retard sur investissement parce que le déficit de l'eau est un peu... il y a un problème dans certains quartiers. Il y a d'autres quartiers, même s'ils ont de l'eau vient avec un débit très lent. Si vous habitez des fois sur des hauteurs, sur des étages, vous avez des problèmes d'avoir accès à l'eau. Pourquoi il y a ce retard d'investissement et qu'est-ce qu'il faut faire pour le résoudre? Kadouté. C'est vrai que la SDE est certainement une référence en termes de. Et ne pas oublier aussi que Dakar s'agrandit, la justement, la pression démographique est là. Tout ça devait être mis en œuvre. Alassane, c'est tout ça qui fait que il faut plutôt qu'on ait une approche beaucoup plus globale, une approche beaucoup plus structurée pour faire face à cette question de manque d'eau. On ne peut pas avoir des solutions ponctuelles, on est toujours rattrapé. Parce que tout simplement, Dakar est en train de grandir à une allure qui fait que, quelles que soient les avancées qu'on aura pu faire, on est toujours rattrapé. Et c'est à partir de ce moment qu'on n'arrête pas de dire il nous faut renverser cette tendance. En quoi faisons? En ayant une politique de planification urbaine, de l'aménagement du territoire, qui fait que on est à mesure de donner l'eau là où ça devient la priorité. Alassane, vous ne pouvez pas. Tout de suite, on a dit, nous dépendons tous du lac de Guiers. Et le DG vient de dire que les gens de Thiès... Le lac de Guiers qui est à 300 km de Dakar. De Dakar. Et le directeur général vient de dire que Thiès va être approvisionné aussi par un prélèvement qui sera fait sur le lac de Guiers. Et imaginez de 300 km, là où se trouve le lac jusqu'à Dakar, toutes ces villes sont approvisionnées, qui sont dans le périmètre affermé de la SDE, sont approvisionnées aussi à partir de là. Et alors, à partir de ce moment, que se passe-t-il pour les villages qui ne sont pas dans le périmètre de la SDE? Et c'est pourquoi, à mon avis, quand vous dites quelle solution, il nous faut, je disais, qu'on ait une approche beaucoup plus globale, une approche d'aménagement du territoire qui prenne en compte les besoins à partir des sources d'où nous tirons notre eau pour pouvoir alimenter et pour pouvoir donner de l'eau. Il nous faut aussi nous débarrasser de ce carcan qui fait qu'on dit la SDE s'occupe des zones urbaines et les zones rurales relèvent d'autres structures. Ce découpage, périmètre urbain, périmètre rural, me semble tout à fait artificiel. D'autant plus que ça crée d'ailleurs une inégalité des citoyens devant le service public. Vous ne pouvez pas faire passer des canalisations de lac de Guiers jusqu'à Dakar, passer par des zones rurales qui aujourd'hui sont en train de grandir, qui aujourd'hui peuvent devenir tout simplement des villes. Oui. Mais au bout, on dit non, on va servir le périmètre urbain. Il me semble que ce découpage est artificiel et ne peut pas répondre au problème de l'accès à l'eau pour tout le monde. Oui. Monsieur Dia, est-ce qu'aujourd'hui le lac de Guiers est fiable pour continuer à alimenter Dakar de façon continuelle? Parce qu'on a dit qu'en 2015, il y aura un déséquilibre entre l'offre et la demande.
Parce qu'il y a un rapport qui a été déjà commis, il y a des alarmes par rapport à cela. Au-delà de ça aussi, le lac de Guiers à lui seul peut-il continuer à alimenter Dakar. Un lac de Guiers où les tuyaux quittent le lac pour venir jusqu'à Dakar sur 300 quelques kilomètres. Mais si aujourd'hui on veut priver Dakar d'eau, si on s'aborde le lac de Guiers, on est dans une situation insurrectionnelle. Oui, d'accord. Je voudrais d'abord dire que c'est dangereux. Il a pas, notre ami a parlé de problèmes pertinents, mais nous, en termes pratiques, notre approche est globale dans le secteur de l'eau. C'est pour cette raison que SONES a fait un plan directeur de mobilisation de la ressource sur Dakar et la Petite Côte jusqu'en 2025. Donc aujourd'hui, il y a une feuille de route qui est établie. Il y a des financements qui sont trouvés et d'autres qui sont en train d'être recherchés. Et c'est pour cette raison, l'approche, elle est globale. Et elle permet aujourd'hui de dire jusqu'en 2025 quels sont l'ensemble de et d'anticiper sur les financements. Ça me paraît excessivement important. Il y a une planification au niveau de la SONES pour l'ensemble de ce qu'il fait. Et les déficits jusqu'en 2020 sont connus à partir de cette étude et les moyens à mettre en œuvre pour pouvoir juguler ces déficits aussi ont été identifiés. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de dire aussi que non, les gens qui sont le long du lac de Guiers ne sont pas oubliés. Je rappelle qu'il y a plus de 250 villages qui sont alimentés à partir du lac de Guiers. Sur la route de Saint-Louis, vous voyez l'ensemble des bonbonnes qu'il y a. Il y a plus de 100 villages qui sont raccordés jusqu'à Gandiol. Ce qu'il faut noter, c'est que aujourd'hui, on tient compte dans cette stratégie de l'alimentation en eau de toutes les populations riveraines. Et l'Office du lac de Guiers qui a été créé revêt toute son importance parce qu'elle va surveiller le lac pour éviter les problèmes que vous avez évoqués en termes de contamination, en termes de baisse de niveau. Donc il y aura une surveillance constante. Mais l'Office du lac de Guiers vient de lancer un appel d'offres pour l'alimentation en eau de tous les villages riverains du lac et qui seront aussi raccordés. Je crois que ça, c'est des avancées significatives. En milieu rural, c'est la même chose. Plus de 187 villages sont raccordés sur l'axe Ndiosmone-Palmarin parce qu'ils avaient de l'eau qui posait des problèmes. Maintenant, on est à 300 km. Les quantités d'eau aujourd'hui et le niveau du lac permettent encore de mettre d'autres usines au lac de Guiers. Ah bon? Mais vous avez quand même raison. En termes purement stratégiques, est-ce que le Sénégal doit mettre tous ses œufs dans un même sac? Oui. Effectivement, au point de vue stratégique, toute l'eau venant de Dakar, il faut aujourd'hui, avec les problèmes que nous connaissons, assurer la sécurité des usines, la sécurité du lac, la sécurité des conduits. D'où la pertinence d'une usine de dessalement. Parce que tout simplement, on va avoir un mode d'alimentation alternatif par rapport à Dakar. Avec l'eau de mer. Avec l'eau de mer. C'est la désalinisation. Donc cette désalinisation est pertinente pour des raisons purement stratégiques. Parce qu'on ne peut pas continuer à aller chercher de l'eau. Mais dans le séquencement de la planification réalisée avec la SONES et en partenariat avec la SDE, il y a cette phase d'urgence qui va donner 35 000 m3 jour et qui va résorber le déficit jusqu'en 2017. La mise en place d'une usine de dessalement en 2017 qui va résorber jusqu'en 2020. Une première tranche de 25 000, une deuxième tranche de 25 000 qui va donner 50 000 m3 jour, et ensuite une troisième usine qu'on appelle KMS3 au lac de Guiers qui va produire 75 000 m3 jour et couvrir les besoins jusqu'en 2025. Je crois que ça, c'est une planification pertinente, juste et anticipative. Maintenant, il faut que vous sachiez que dans la planification, on ne peut pas dire que mon planning, je le respecte à 100%. Il faut dire que je me fixe un objectif de respecter mon planning à 85-90% et avoir un écart acceptable et qui peut peut-être générer de temps à autre des difficultés. Kanouté, l'autre point, c'est le prix de l'eau, pour avoir l'accès à l'eau. Aujourd'hui, certaines populations de Matam disent que pour avoir un branchement ou bien pour avoir un robinet, il faut payer pratiquement plus d'1 million de francs CFA pour avoir accès à cela. C'est un problème pour les populations qui n'ont pas les moyens.
Vous savez, l'une des réussites de la politique hydraulique du Sénégal, c'est parce que les coûts avaient pu être maîtrisés, et particulièrement pour les consommateurs, disons, dans la tranche sociale. Sur presque 14 ou 15 années, les prix dans cette tranche sociale, c'est les 20 premiers mètres cubes d'eau, ont pu être maîtrisés, et cela a favorisé un accès financier pour les consommateurs à l'eau. Et donc, vous faites bien de dire que la première préoccupation des consommateurs, c'est l'accessibilité financière. Et le Sénégal avait réussi une politique très hardie de faire en sorte que les populations puissent avoir accès à l'eau en mobilisant des financements, en laissant les ONG s'impliquer dans le secteur, en ayant une politique qui était vraiment très ouverte, très inclusive, qui a fait que beaucoup de gens, ONG, beaucoup d'acteurs se sont lancés dans la production de l'eau aux côtés du service qu'offrait la SDE et le SONES. Mais alors, toute la question aujourd'hui, c'est évidemment, il faut qu'on continue ce qu'on a appelé les branchements sociaux. Il y a une politique qui est mise en place, la SDE et SONES vont continuer cela. Parce qu'il y a trois tranches. Il y a la tranche sociale, la tranche pleine dite normale et la tranche dissuasive. Ça, c'est peut-être pour essayer de ne pas gaspiller l'eau. Et donc, nous, on parle là de la tranche sociale. C'est les 20 premiers mètres cubes d'eau qui sont censés être comme le service public. L'État doit donner de l'eau à tous les citoyens. Et donc, on met en place une politique qui permette que, pour satisfaire les besoins essentiels, on dit les 20 premiers mètres cubes d'eau sont subventionnés. Et ça fait que tout le monde doit pouvoir y parvenir. Et c'est pourquoi il y a eu toutes ces politiques, les branchements sociaux, il y a eu les robinets, ainsi de suite, qui font que les gens doivent pouvoir accéder à cette eau. Mais alors, ce qui est important, me semble-t-il, c'est cette idée d'aller vers le dessalement de l'eau, la désalinisation. C'est une technologie aujourd'hui qui est presque comme une panacée à travers le monde. Tout le monde parle. Oui, mais certains disent que c'est un procédé qui demande une consommation d'énergie énorme. Extrêmement. Est-ce que le Sénégal peut le faire? Exactement. Et c'est là l'une de nos préoccupations. On a un déficit d'électricité dans les maisons. Si justement, ça consomme beaucoup d'énergie, comment faire? Justement. Et c'est là l'une de nos préoccupations. Qu'on dise nous allons vers la désalinisation, nous disons, il faut que, quelle que soit la technologie qui va être utilisée, que les tarifs doivent rester socialement acceptables pour les populations. Quelle que soit la technologie qui va être utilisée. Et ça, c'est l'un des enjeux au-delà de 2015. C'est vrai, l'enjeu est là. Dakar va manquer d'eau. Parce que Dakar, c'est comme une fixation. Une macrocéphalie. N'est-ce pas, hein? Bien, donc Dakar, Mbour va manquer d'eau, il faut trouver des solutions. Non seulement, moi je dis, pour Dakar et Mbour, mais aussi pour les autres zones. Ça, c'est une réalité, c'est un facteur qui est là. La deuxième chose, c'est que les coûts des investissements vont être énormes. D'ici à 2015, on parle de 250 milliards. Ça, c'est seulement d'ici à 2015. Mais troisième enjeu, c'est ce que je dis, il faut que quel que soit le manque d'eau, quel que soit le type d'investissement, la nature et l'énormité des investissements, il y a une contrainte, c'est que les tarifs doivent rester socialement acceptables. Et c'est pourquoi tout choix de type de technologie doit répondre à ces trois questions-là. Sommes-nous à mesure de faire face à la demande qui croît? Sommes-nous à mesure d'avoir des investissements? Donc, quel modèle d'affaires devons-nous mettre en place qui permettent à ce qu'on puisse avoir des investissements qui permettent qu'on ait un coût de l'eau qui est socialement acceptable? Et c'est pourquoi, quand j'entends l'APIX dire qu'ils ont pu mobiliser 450 milliards de francs CFA pour 2 usines de dessalement de l'eau à Lompoul et à Kayar. Mais évidemment, ma première préoccupation, c'est ce sera pour qui cette eau-là? Ce sera pour qui? Les initiateurs nous disent, à côté, nous avons des produits d'appel.
c'est on va mettre de l'eau en bouteille pour pouvoir vendre. On va faire des produits de maraîchage, ainsi de suite. Mais qu'à cela ne tienne, ils vont devoir vendre cette eau de bouteille à Dakar ou en Europe. Ça a un coût. Donc, le choix de la technologie, s'ils vont vers la technologie de dessalement, j'entends dire que ce sera une technologie de dessalement qui va fonctionner à l'énergie solaire. Ça pourrait être intéressant. Mais si c'est à l'énergie thermique, nous sommes vraiment curieux de savoir. Je vais vous donner les prix que nous avons pu avoir. On nous dit que le coût de fabrication de l'eau potable, quand c'est par la technique de dessalement, ça oscille entre 252 francs CFA et 983 francs CFA. Alors que la potabilisation des eaux de surface ou souterraines coûte entre 65 francs CFA et 327 francs CFA, soit presque 3 ou 4 fois plus cher quand on a recours à une technologie de dessalement qui utilise les énergies fossiles, qui utilise l'énergie thermique. Ça n'est pas viable, ça n'est pas pour nous. C'est des questions fondamentales qu'il vient de poser. Ouais. Aujourd'hui, les études hydrologiques ont été faites au Sénégal. Les gens se sont rendus compte que la vallée du fleuve Sénégal vers Ferlo, Bakel et autres, c'est regorgé d'eau et que l'eau est à fleur de terre. Pourquoi vous n'allez pas peut-être mettre là-bas en place des usines pour mettre en place des forages? Oui, je reviendrai sur cette question parce que c'est plus complexe que cela. Je crois qu'un problème important a été posé, c'est le problème du tarif de l'eau. Absolument. Mais je dois rappeler que depuis 2003, à nos jours, le tarif aux ménages, le tarif au commerce, le tarif aux industriels n'a pas augmenté. Et c'est vérifiable par la facture. Le tarif social de 0 à 20 mètres cubes de 191 francs est subventionné par l'État parce qu'il est hors TVA, il n'est pas frappé de TVA. Mais le tarif du 21e mètre cube au 40e mètre cube est exonéré aussi de TVA. Je crois que ça c'est important parce que nous devons savoir que la tarification est une péréquation nationale. Sinon, il y a des localités qui ne pourraient jamais supporter le prix de l'eau. C'est un peu le cas de Tchadiaï avec son usine de défluorisation. Les tarifs, et ça, je dis ici, c'est la volonté du gouvernement qui dit que les tarifs doivent rester acceptables, doivent être en adéquation avec la capacité à payer des populations. Ça, c'est le postulat numéro 1. C'est-à-dire que toute base de travail repose sur la nécessité de maintenir les tarifs à un niveau acceptable, quelle que soit la technologie utilisée, qu'elle soit le traitement des eaux de surface, les eaux souterraines, le dessalement. Voilà le postulat de base par rapport aux populations les plus démunies. Et ça, c'est une directive de l'État du Sénégal. Je dois rappeler, et peut-être beaucoup de gens ne le savent pas, que la validation des tarifs, leur fixation, est une prérogative de l'État du Sénégal. Ce n'est ni la SDE, ni la SONES, nous, notre organisme qui décide de la fixation des tarifs. Parce que c'est une mission régalienne, c'est l'État qui fixe les tarifs, et voilà le cap fixé par l'État du Sénégal. Maintenant, pourquoi le dessalement? Effectivement, le dessalement, comme je disais tout à l'heure, part du fait qu'au point de vue même stratégique, on est handicapé. Mais ça consomme beaucoup d'énergie. Oui. À titre d'exemple, aujourd'hui, il y a des usines qui sont à 4,8 kWh/m3. Il y a d'autres usines, les plus performantes, qui sont à 3,5 kWh/m3, où l'usine de Kermemarsar, qui fait du traitement d'eau de surface, est à 0,98 kWh/m3. Donc, l'énergie constitue plus de 70% des frais d'exploitation d'une usine de dessalement. Mais il faut distinguer deux choses. Ça dépend du montage financier. Aujourd'hui, SONES travaille sur une usine de dessalement de 25 000 m3, mais à des taux très, très concessionnels. Avec la JICA, la coopération japonaise, c'est 1% d'intérêt, de taux d'intérêt, 10 ans de différé et 30 ans pour le paiement du principal. Je crois que ça, c'est des conditions importantes. Donc, comme disait Kanouté,
il faut rechercher des modes de financement adaptés. C'est ça qui est important dans ce que nous faisons dans le milieu de l'eau. La deuxième chose, c'est d'aller utiliser les dernières technologies en matière de dessalement. C'est d'abord des technologies membranaires, mais aussi des technologies moins consommatrices d'énergie. Et la troisième chose, à la situation actuelle, il faut peut-être trouver un mix énergétique, à savoir le solaire et le thermique. Parce que quand même, il faut dire que les techniques de conservation du solaire la nuit ne sont pas encore bien affinées. Donc, on fera du thermique tant que le soleil est là. Le problème de stockage se posant le soir, il faut aller vers du thermique. Donc, cette usine de dessalement doit avoir sa propre production d'électricité et en revendre à Senelec pour augmenter ses capacités. Mais par ailleurs, je dois préciser qu'une usine de 25 000 m3, c'est noyé dans les millions de mètres cubes produits à bas prix. Et c'est ça qui fait que l'impact, même si aujourd'hui un prix de revient est estimé à 446 francs le mètre cube, noyé dans ces milliers de mètres cubes à bas prix, ça aura un impact qui n'est pas important. Et dans les zones rurales, où certains veulent se brancher au réseau de la SDE, où ils sont obligés de payer un prix fort pour avoir accès à l'eau au réseau. Non, je dois dire, vous avez cité tout à l'heure le cas de Matam par exemple, mais je dois vous dire que la politique de branchements sociaux initiée par l'État à travers la SONES, c'est un succès excessivement important qui a permis au taux d'accès en milieu urbain d'être à plus de 99%. Je rappelle que 183 000 branchements sociaux ont été réalisés entre 1996 et maintenant. Et aujourd'hui, en cours dans le portefeuille, l'IDA, donc la Banque mondiale, a financé plus de 20 000 branchements, totalement réalisés en 2012. Aujourd'hui, 33 000 branchements accompagnés de 144 km de conduite sont en cours de réalisation, un marché SONES confié à la SDE. Et ensuite, un marché financé par la BOAD de 15 000 va intervenir en 2014. Mais aujourd'hui, de façon concrète, celui qui est à Matam, qui a besoin d'avoir l'accès à l'eau de la SDE, s'il veut aller se faire brancher, il fait comment? Il paye combien? Voilà, il paye 13 996 francs, c'est la caution. Ce qu'il fait maintenant, s'il a un branchement, il est en face d'une conduite, il ne paye que 13 000. S'il faut une extension de réseau, il adresse une lettre de demande d'exonération à la directrice générale de la SONES. Voilà la procédure. Donc, il faut peut-être encore ça, nous amène à dire que SONES et nous devons peut-être encore faire des efforts de vulgarisation, de sensibilisation, de communication. Elles ne savent pas qu'il faut faire une lettre d'exonération. Quand ils viennent voir l'agent de la SDE, on leur dit le branchement extension, ça coûte tant de mètres, c'est combien d'argent? Si ça coûte 1 million, 2 millions de francs CFA, c'est un problème parce qu'ils ne savent pas, les populations. Je crois que je dois vous dire quand même que les populations le savent parce que je reçois l'ensemble des exonérations et je vois beaucoup de Matam là-dedans. Donc ça veut dire que les gens savent qu'il y a des exonérations à Matam et un peu partout au Sénégal. Parce que le lancement des branchements sociaux a été fait à Saint-Louis par la SONES devant toutes les autorités régionales, surtout c'était. Il y a un déficit de communication encore. Donc à mon avis, les gens doivent savoir, mais nous devons poursuivre les efforts de communication, de sensibilisation des populations. Mais comme Kanouté l'a dit tout à l'heure, cette politique pertinente des branchements sociaux est maintenue, elle continue et c'est elle qui a permis d'améliorer le taux d'accès au Sénégal. Je voudrais seulement revenir un peu sur Lompoul. J'ai vu le dossier de Lompoul. Mais pour le moment, c'est un dossier qui n'a fait l'objet d'aucune étude de détail. C'est du macro, en disant on fait tant à Lompoul et tout ça. Maintenant, quand nous, on nous a demandé nos avis, on n'a pas donné d'avis, nous, personnellement, en disant qu'on attend d'avoir des éléments pertinents d'appréciation qui permettent de dire où est-ce qu'on va avec une telle usine. Je crois que cela est extrêmement important qu'on puisse attirer l'attention sur des cas comme cela. C'est vrai que c'est sur fonds propres. Les 3 ou 4 usines turques, allemandes et sénégalaises qui vont réaliser ce projet le font sur fonds propres. C'est leur argent.
mais ça va faire une concurrence sur l'accès à l'eau pour nous, les citoyens. Parce qu'il n'est pas question que pendant que des gens ici, dans les zones que vous avez citées, n'ont pas accès à l'eau, qu'on puisse traiter par ce procédé de l'eau et le vendre à un coût qui est tel que ça exclut encore plus les Sénégalais d'en bas de l'accès à l'eau. Donc, je ne suis pas surpris du point de vue qui vient d'être exprimé, qu'il y a encore peut-être beaucoup plus d'études à faire, surtout une étude aussi environnementale à faire. Vous parlez des aspects de prix, des aspects énergétiques, il y a les aspects environnementaux. La saumure qui va sortir de ce traitement de l'eau, c'est du sel. Où est-ce que ça va être rejeté? Imaginez déjà, le ministère de l'Agriculture se plaint chaque jour qu'une grande partie des terres aujourd'hui se salinisent. Imaginez qu'on ait avec ce procédé encore de la saumure qu'il va falloir rejeter. Il faut qu'il y ait des études d'impact environnemental pour qu'on puisse nous dire que cette technologie, on l'adopte ou non. Mais je voudrais, Alassane, si vous le permettez, revenir sur une idée qui est ressortie dans les propos de Dia. Il a parlé du mix énergétique qui est nécessaire pour cette technologie. Moi, je voudrais transférer ça dans le domaine dont nous parlons et parler de mix hydraulique. Voilà ce dont nous avons besoin. C'est quand les gens vont, après qu'on soit convaincus de la pertinence de la technique de désalinisation, à travers les critères dont nous avons parlé, adoptons-la, ça fait partie du mix que nous allons mettre en place pour nous assurer que les Sénégalais puissent avoir de l'eau. N'écartons aucune technologie a priori, faisons-le seulement après que ça ait été filtré à travers les critères que nous avons définis ici. Première chose. Mais j'aimerais bien que dans ce mix, on puisse aujourd'hui poser la question de savoir pourquoi ou bien qu'est-ce qui a été fait par rapport aux zones périurbaines où les gens aujourd'hui ont recours à des pompes manuelles pour prendre de l'eau. Ils vous diront, quand vous leur parlez, nous ne buvons pas cette eau. Mais dans la réalité, quand vous êtes seul à seul avec eux, ils boivent cette eau-là. Moi, j'aimerais bien que SDE, SONES, puissent dire, si nous devons investir autant d'argent dans la désalinisation, pourquoi ne pensons-nous pas avoir comment faire en sorte que cette eau qui est extraite par les pompes manuelles, par les populations dans les zones périurbaines et qui disent qu'ils ne la boivent pas, mais nous savons qu'ils la boivent, qu'est-ce qui peut être fait pour que cette eau puisse être potabilisée? Est-ce que c'est possible? Si ce n'est pas possible, qu'on le sache. Ça ferait partie du mix hydraulique qu'il nous faudra envisager. Mais au-delà de ça, il ne s'agit pas tout simplement de faire une fixation technologique. Il faut qu'on évite de nous fixer, de faire une fixation sur une technologie et d'avoir une perception beaucoup plus large et beaucoup plus ouverte qui va nous permettre d'agir sur les autres contraintes qui font qu'on n'a pas accès à l'eau. Et ces contraintes, c'est qu'aujourd'hui, il nous faut de plus en plus être beaucoup plus efficients dans nos modes de gestion selon les usages de l'eau. J'ai entendu le ministre dire un jour, les agriculteurs des Niayes, il faut qu'on leur trouve un système par lequel, au lieu qu'ils utilisent l'eau de la SDE, l'eau de la SONES, qu'on puisse retraiter les eaux usées et de la redonner. Ça, c'est une excellente idée. Ça ferait partie de ce mix hydraulique dont je parle. Il nous faut faire en sorte aussi que la gestion de l'eau puisse être transférée au niveau le plus pertinent sur le plan institutionnel. Moi, mon sentiment, je ne suis pas sûr que ça soit partagé par la SDE, mais mon sentiment est que il nous faut revenir sur cette loi de 1965 qui avait transféré les services comme l'eau, l'énergie à l'État. Rendons ça aux collectivités locales avec les ressources et les compétences qu'il faut et qu'on imagine un système mixte où il y aura la SDE, mais à côté que les collectivités locales qui disent nous voulons exactement soient beaucoup plus impliquées. Et en dernier lieu, toujours sur les autres cadres, sur les autres aspects, il me semble que le cadre de régulation, il nous faut revenir là-dessus. Plus on ira vers des investissements, vers des partenariats publics-privés, ça veut dire que de plus en plus, il va y avoir une implication du privé, ça va changer totalement le cadre
de régulation. Aujourd'hui, la régulation, c'est la SONES, SDE, les partenaires au développement. Il nous faut avoir un cadre plus adapté au fait que nous allons avoir plus d'investissements privés. Le sujet est tellement important que le temps est pratiquement fini. Monsieur Dia, par rapport à ces questions bien précises qui ont été posées sur la gestion de l'eau efficiente, comment faire pour qu'aujourd'hui que le Sénégal puisse disposer d'une eau potable, efficiente et à prix encore acceptable? Oui, rapidement, je dois dire que ce mix hydraulique dont il parle, peut-être, c'est une combinaison des traitements d'eau de surface, des eaux souterraines, du dessalement et de toute autre eau susceptible d'être traitée et des eaux usées pour l'Agnay. Quand je prends aujourd'hui le cas de la banlieue avec les pompes Djambar, déjà, nous avons fait une tournée. Toute cette eau n'est pas potable. Maintenant, l'utiliser pour la traiter va poser beaucoup de difficultés. Peut-être ça va être encore beaucoup plus cher que l'eau dessalée. Parce que n'oubliez pas que la nappe est pleine de nitrates à des valeurs supérieures aux recommandations de l'OMS. C'est ce qui a valu l'arrêt des forages de Thiaroye, dont le ministre parle, c'est-à-dire que ces forages de Thiaroye vont être refaits, rééquipés et transférés dans la zone des Niayes pour être versés à l'agriculture. Parce que le Sénégal est peut-être le seul pays aujourd'hui qui utilise de l'eau potable pour faire de l'horticulture à hauteur de 16 000 m3 jour. Et je pense que ça, c'est des choses qui doivent changer. Et un projet est en cours et l'État a déjà dans le BCI prévu l'ensemble des montants qu'il faut pour réaliser des forages et faire le transfert. Je crois que ça soulagera d'abord Dakar. Mais à mon avis, aujourd'hui, c'est comme les eaux de ruissellement du lac Warouaï et autres, parce que c'est des eaux qu'on peut encore traiter, mais qui ont des métaux lourds, qui ont beaucoup de trucs et qui ont donc des méthodes de traitement qui vont être beaucoup plus sophistiquées encore que le dessalement et qui vont avoir un impact sur le tarif. Mais je dois dire que le tarif, en tout cas depuis 2003, il n'a pas changé et il n'est pas prêt de changer, même en 2014. Très rapidement, il y a des internautes sur Facebook qui ont envoyé des messages, monsieur le directeur de la SDE, qui se plaignent pour la qualité des services dans vos caisses. Pratiquement, Kafrine, ils disent que le caissier qui est là-bas, il vient à 10h, il descend à 12h, qu'il y a une coupure, personne ne peut payer. À Matam, il y a qu'un seul agent de SDE pour toute la ville. Très rapidement. C'est des choses qui peuvent arriver. Nous allons vérifier puisque que quelqu'un ne vienne pas à 10h alors que nous, on est dans nos bureaux à 7h30. Ça, c'est des choses qu'on va vérifier. Et on a un programme aussi de renforcement, notamment des capitales régionales. Effectivement, Kaffrine, Matam, Kédougou, Sédhiou, Kolda, c'est de nouvelles capitales régionales. On va augmenter et le personnel et les moyens dans ces localités pour pouvoir répondre à la sollicitation de l'autorité administrative. Le temps que nous avons parti est terminé. On aurait bien voulu aborder le deuxième aspect de ce débat, mais l'histoire de l'eau est tellement importante qu'il fallait se concentrer pour donner l'ampleur et toute la mesure à ce sujet. Merci infiniment à M. Mamadou Dia, directeur général de la SDE, Sénégalaise des eaux. Merci à Amadou Kanouté, directeur exécutif de SECODEF, Institut panafricain pour la citoyenneté, les consommateurs et le développement. À la technique, Abdoulaye Diop, micro Alassane Samba Diop.